Bien, mes chers collègues, si vous le voulez bien, on va donner la parole au secrétaire pour qu'il fasse l'appel. Alors pour l'appel, Richard Mallier, Présent. Amapola Ventron, Marie-Odile Armandon. Bon. Mathieu Pietri, Présent. Monique Salomon, Roger Mossé, Corinne Lemeu, Edmond Otetjian, Présent. Édouard Alessander, accumulateur présent, Claude Lampeau, Armand Chamela, Claudine Achintre, Colette Toulec, Dominique Bièche, Roger Wex, Yann Pertuizel, Geneviève Martin, André Gauthier, Véronique Garnier, Catherine Bienfait, Pouvoir. Marie-Christine Rodriguez, Stéphane Pierassini, Patrice Lanzon, Joseph Cassaro, Marie-Pierre Vitiello, Vanessa Brescia, Christine Sigardi, Marie-Christine Overlinkels, Jean-Marc Bretin, Alain Dubois, Véronique Bianchi et Hervé Puisson. Nous avons encore. Bien, mes chers collègues, permettez-moi d'abord de remercier au nom de l'ensemble du conseil municipal tous les bénévoles qui se sont investis pour le carnaval qui a eu lieu avant-hier, notamment dans la confection de ces chars plus inventifs les uns que les autres et les plus réussis. Merci aussi aux intervenants des TAP et aux services de la ville qui se sont donné du mal pour nous plonger en 2050. Enfin, je remercie tout particulièrement nos bénévoles de l'Office municipal des fêtes pour le goûter. Je souhaite également vous signaler que l'Assemblée générale du Souvenir français s'est déroulée sur la commune. Nous avons ainsi accueilli les maires de Cabriès et Signane, le député Christian Kert, pour cette manifestation. Je souhaite remercier le bureau du Souvenir français, le président Maurice Siegel, les vice-présidents Henri Coligny, Maurice Avon et Yves Moulin, ainsi que le secrétaire porte-drapeau, qui est un bouquin, qui s'appelle Jean Fourès, et le trésorier Gérard Messin, qui est un ancien élu de Cabriès, qui contribue avec tous les membres et les bénévoles au devoir de mémoire. Il faut que nos jeunes générations n'oublient pas le passé. Je tiens à souhaiter à nouveau la bienvenue à nos nouveaux bouquins que le conseil municipal a reçus la semaine dernière, mais je sais que nombre d'entre vous étaient là. Cette cérémonie d'accueil est très importante pour moi, qu'il avait créée. Elle participe au mieux vivre ensemble. Cette cérémonie a été filmée et vous pourrez la découvrir très bientôt sur notre site, en cohérence évidemment avec notre volonté de transparence. J'ai également été très heureux d'accueillir nos seniors à l'occasion du traditionnel banquet des têtes blanches et je leur remercie de leur présence, ils étaient très très nombreux. Je vous rappelle que l'exposition du Quai de la Joliette au Quai Conti, 50 ans de cinéma, a démarré samedi dernier au château. J'ai pu personnellement découvrir cette exposition à l'occasion du vernissage et je vous invite à y faire un tour. Même deux si vous voulez, parce que c'est quand même une exposition extraordinaire. Je vous rappelle que 2015 marque le centenaire du génocide arménien, que notre commune a été parmi les premières à reconnaître et à demander la reconnaissance par la France. Il était donc très important de rendre un hommage tout particulier. Quel bel exemple d'intégration et de finir à l'Académie française. Une projection cinéma en présence du fils d'Henri Verneuil, Patrick Malakian, aura lieu à cet effet dans la salle des fêtes jeudi soir à 20h. La projection sera bien sûr accompagnée d'une dégustation de spécialités arméniennes, pour ceux qui aiment ça, je vous encourage à y être, en tout cas moi j'y serai, qui ne laisse aucun gourmand indifférent. Le conseil de ce soir démarre le processus budgétaire des finances communales 2015, avec évidemment le débat d'orientation budgétaire. Nous parlerons également de demandes de subventions pour divers projets de la majorité municipale et nous débattrons dans le cadre de la révision générale de notre PLU du projet d'aménagement et de développement durable. Je vous annonce qu'aura lieu les 28 et 29 mars prochains au château l'exposition Expression picturale de l'association Book et d'Or,
Cette exposition sera ponctuée par un café-concert le samedi 28 à 20h30, toujours au château, avec un concert de Richard Lesage, entouré du quartet Bel Air. Richard Lesage étant un auteur-compositeur qui est un bouquin. La bibliothèque organisera une rencontre dédicace avec Jacques Chabert et Robert Deljoline, vendredi 20 mars à 18h30, et ce sont les auteurs de l'ouvrage En Pays d'Aix, histoire, témoignages, anecdotes d'hier et d'aujourd'hui. D'hier à aujourd'hui, pardon. Enfin, je vous rappelle que ce dimanche se déroulera le premier tour des élections départementales. Pour que nous obtenions le droit de vote, nos ancêtres se sont sacrifiés. Alors, à l'image du souvenir français, honorons leur mémoire en se déplaçant dimanche. J'attire votre attention sur le fait que le bureau numéro 7 des Vergers est transféré dans le foyer des anciens en attendant la rénovation du local du foyer des anciens. Des Vergers, pardon. Excusez-moi. Du foyer des Vergers. Pour les bureaux situés dans l'école des Chavaux, il s'agit de leur dernière utilisation puisque l'école va être vendue. Ils seront donc transférés dans la nouvelle école à côté des Guidruttes pour l'élection régionale en décembre. N'hésitez pas à dire autour de vous, parce que ça va faire un peu drôle à certains électeurs qui sont là depuis des dizaines d'années. Voilà, et écoutez mes chers collègues, je vous propose de faire place maintenant à l'ordre du jour, qui donc, comme d'habitude, nous propose l'adoption du compte-rendu de la dernière séance, celle du 16 février 2015, qui est toujours pareil, donc pas de commentaires, pas de... Je mets donc aux voix ce compte-rendu, qui est contre, qui s'abstient, donc unanimité, je vous remercie. Ensuite, le rapport numéro 2, il s'agit de proposer dans la place qui est située au bord entre le Montesquieu et le Valat, là où vous avez un square où est érigé le monument à la mémoire de Jean Moulin, vous avez un square, il vous est proposé de le dénommer colonel Jean Parciot. Et si vous en êtes d'accord, je rappelle que Jean Parciot a été pendant fort longtemps, pendant une quinzaine d'années, si ma mémoire ne me fait pas défaut, le président du Souvenir français. Il a habité en fait, il a une maison, sa maison est juste à côté. Elle borde le square, donc sa veuve est toujours là. Et c'est un bouquin qui a œuvré beaucoup, fils de militaire et militaire lui-même, père de militaire aussi, grand-père de militaire aussi, parce que je sais qu'il a petit-fils des gendarmes. Pardon? Oui, lui, il était résistant. Enfin, voilà. Il est mort il y a 2 ans, il a enterré il y a 2 ans, en 2013. Il était né en 1926. Voilà, donc il vous est proposé de donner le nom de cet espace, de lui donner le nom à cet espace. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions. Je mets aux voix donc cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Donc là, notez d'ores et déjà que de mémoire, la cérémonie aura lieu le 13 mai. Le dimanche 17 mai, donc évidemment sur les lieux, où nous dévoillerons une plaque en présence de sa famille. Enfin, le 17 mai étant dans 2 mois, vous aurez de plus amples précisions qui vous arriveront. Ensuite, nous avons solution de la communauté du Pays d'Aix pour une aide à la conception et à la réalisation du panneau d'interprétation du patrimoine bouquin. Rapporteur, Mathieu Puy. Oui, merci, monsieur le maire. Cette délibération après à la demande d'un fonds de concours auprès de la CPA pour la valorisation du patrimoine bouquin. En fait, donc, dans le cadre de la politique de valorisation de notre patrimoine, il est envisagé d'installer des panneaux d'interprétation et de valorisation du patrimoine sur la commune. Des panneaux d'interprétation qui permettront d'offrir des informations sur un site, un bâtiment, avec une orientation vers d'autres sites touristiques. Ce sont des panneaux qui sont bien sûr normés au niveau de la CPA
et qui nous permettront de bénéficier de la communication de l'Office de tourisme de Marseille. C'est-à-dire qu'on fera partie des sentiers de découverte du patrimoine au niveau de la CPA. Et en complément à ces panneaux d'interprétation, nous avons un projet de mise en place de panneaux de valorisation du patrimoine. Donc ces panneaux, ce sont tout simplement des photos de Boule Belair du début du XXe siècle qui seront mis sur site avec des textes qui seront proposés par des bénévoles qui travaillent dans la commission extra-municipale et que je voulais ici féliciter et remercier vraiment pour le travail qu'ils ont effectué. Le plan de financement envisagé est une aide à hauteur de 50% entre la CPA, ce qui donnerait les choses suivantes. Donc, à charge de la commune en hors taxe, 8 380 €, à charge de la CPA, 8 380 € pour un total de 16 760 €. Donc il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à solliciter la communauté du Pays d'Aix pour l'obtention d'une aide dans le cadre du schéma de développement touristique. Voilà, si vous avez des questions. Pas de questions à poser à Mathieu Pietri, donc je vais aux voix cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons la révision générale du plan local d'urbanisme. Donc il s'agit du débat pour le conseil municipal sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable. Rapporteur, Monique Salomon. Moi, je vais vous parler du projet d'aménagement et de développement durable, donc, qui fait partie de la délibération numéro 4. Vous savez que dans le cadre de la procédure de révision générale du PLU, plusieurs phases doivent être définies et respectées. L'étape numéro 1 concerne en fait l'actualisation du diagnostic territorial qui doit prendre en compte les évolutions législatives récentes, mais également les choix retenus par la commune pour accompagner un développement modéré de Boule Belair qui permette de préserver et valoriser ses caractéristiques de ville nature et ainsi de s'affirmer comme un poumon vert au sein de la future métropole d'Aix-Marseille-Provence. Le diagnostic territorial dont vous avez pu voir les planches avant d'entrer dans la salle du conseil est la base du PADD. Il répertorie et analyse tous les enjeux à prendre en compte dans le PADD, c'est-à-dire la trame verte et bleue, la diversité des unités paysagères, le patrimoine, les risques majeurs et les nuisances, les habitants, l'habitat, les équipements et services, l'économie, l'analyse de la consommation foncière des 10 dernières années, les enjeux écologiques, patrimoniaux et paysagers identifiés, et enfin le potentiel de densification et de mutation des espaces bâtis actuels. Nous devons rappeler que la commune a souhaité s'engager dans une réelle politique de préservation et de mise en valeur de son patrimoine naturel et paysager afin de protéger la biodiversité et de garantir un cadre de vie agréable pour ses habitants. La commune a donc choisi de faire réaliser une base communale de la biodiversité, ce qui est une première dans la région. Boule Belair se pose donc comme la première commune de la CPA à ouvrir la voie d'une politique environnementale durable, conjuguant politique d'aménagement du territoire et respect de la biodiversité dans la droite ligne de notre politique de la ville nature. Face à la pression foncière et à la future métropole, il devient essentiel de connaître son patrimoine naturel pour mieux le préserver, pour pouvoir s'opposer à une urbanisation non maîtrisée dans l'esprit du Grenelle 2 de l'environnement. Cette étude va nous permettre de recenser sur plusieurs saisons les diverses espèces et milieux présents sur la commune au niveau de la faune et de la flore. En effet, les cours d'eau, les massifs boisés, les zones agricoles peuvent servir de corridors écologiques et favoriser le déplacement des espèces
notamment en direction des sites Natura 2000, car la commune est concernée par les zones de protection spéciale, donc les ZPS, du plateau de l'Armois, les zones spéciales de conservation, c'est-à-dire les ZSC de la chaîne de l'Étoile et du massif du Garaban, et les ZNIEF, donc les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, qui sont concernées à Sousquerre de type géologique et dans la chaîne de l'Étoile de type terrestre. Le diagnostic territorial a démontré que les objectifs poursuivis dans le PLU de 2012 en termes d'évolution démographique étaient surévalués par rapport à la croissance démographique naturelle observée au cours des 20 dernières années et à la tendance qui a été constatée dans un passé plus proche. La commune et ses habitants ne souhaitant pas un développement disproportionné de Bouc-Bel-Air, il apparaît raisonnable de revoir à la baisse les objectifs de croissance de la population boucaine afin qu'ils soient similaires à l'évolution de 1999-2001, soit 0,9% par an, correspondant à une production annuelle de 90 logements par an. Il est donc primordial de définir une politique d'aménagement plus structurée et cohérente afin d'accompagner un développement modéré de la commune qui préserve les principaux atouts de son territoire. Les orientations de développement doivent être donc revues de manière à correspondre aux nouveaux objectifs démographiques et à mieux prendre en compte et préserver l'environnement. L'étape numéro 2 concerne la redéfinition du projet d'aménagement et de développement durable. C'est un élément essentiel du PLU, car il doit définir le projet de planification urbaine retenu par la commune à moyen et long terme. Il expose ainsi les grandes orientations de développement retenues pour le devenir de Bouc-Bel-Air à l'horizon 2030. Le PADD définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Le PADD arrête des orientations générales concernant l'habitat, les transports, les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenus pour l'ensemble de la commune. Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation d'espace et de lutte contre l'étalement urbain, et l'ambition d'engager la commune dans une réelle stratégie de développement durable visant à faire de celle-ci une ville nature. Le PADD n'est pas opposable aux tiers. C'est l'autre document de référence du PLU. Les règles d'urbanisme, c'est-à-dire le zonage et le règlement qui seront établis dans les parties opposables du PLU, ne doivent pas forcément répondre aux orientations générales du PADD, mais ne doivent pas y faire obstacle. Notre PADD s'appuie sur 4 orientations générales d'aménagement, se déclinant chacune en plusieurs objectifs. Ces orientations répondent à des objectifs éminemment politiques: préservation des espaces, mise en valeur de l'environnement, organisation d'un développement urbain maîtrisé et équilibré, respectueux de l'environnement et du cadre de vie, conforter la qualité de vie sur Bouc-Bel-Air, mieux maîtriser le développement économique. Évidemment, ce PADD a été présenté aux personnes publiques associées le 13 janvier 2015. Donc, dans les personnes publiques associées, nous trouverons la Chambre d'agriculture, les communes limitrophes, la DDTM, le Conseil général, la Direction des routes, le STIS 13, le RDF, la SEM et la CPA. Et nous avons fait une présentation aussi à la population, donc au cours d'une réunion publique le 11 février 2015. Richard Vallier. Voilà, donc je vous propose maintenant de suspendre le conseil municipal de manière à laisser intervenir Arnaud Philippard, qui va donc nous présenter ça. Oui. Bonsoir, donc l'objectif est de reparcourir ensemble la synthèse de ce nouveau PADD, projet d'aménagement et de développement durable. Donc organisé, comme Madame Salomon l'a bien précisé en introduction, autour de 4 orientations cadres complémentaires.
La première est donc axée sur la préservation et la mise en valeur de l'environnement et de la qualité des paysages sur Bouc-Bel-Air, donc en cohérence notamment avec le schéma de cohérence écologique, le SRCE établi à l'échelle de la région PACA. L'enjeu est pour le PLU de Bouc-Bel-Air, comme toute commune qui se dote ou qui révise son PLU, d'identifier précisément sur son territoire les différents éléments qui composent les éléments de ce que l'on appelle la trame verte et bleue, c'est-à-dire des éléments d'intérêt écologique et des espaces d'intérêt écologique de son territoire. Alors concernant Bouc-Bel-Air, 3 types d'espaces sont identifiés. Le premier sont les grands espaces naturels, les grandes entités boisées qui caractérisent Bouc-Bel-Air. Le premier étant les boisements en partie nord de la commune, donc composés des bois de Jussieu, du secteur de Manche-Gary et également surtout l'éperon boisé du Cray qui entoure le cœur de village. Également les espaces naturels à dominante boisée en limite et en frange ouest de l'autoroute A51, en limite avec Cabriès. Et également le relève du Baourou qui marque la limite sud du territoire communal. Qui sont donc ce que l'on appelle les réservoirs de biodiversité, les grandes entités naturelles du territoire de Bouc-Bel-Air. Comme Madame Salomon l'a rappelé en introduction, ce sont des secteurs qui sont situés en continuité immédiate d'espaces reconnus pour leurs intérêts écologiques au niveau notamment européen, à travers notamment les zones de protection spéciale ou encore les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Deuxième élément de la trame verte et bleue sont donc les éléments de la trame bleue, et notamment tout le réseau de valas et la ripiscible, la végétation qui accompagne ces valas, qui marque le territoire communal et notamment sa partie sud avec tous les réseaux de valas qui finissent par se jeter dans le Grand Valas sur cette partie-ci de la commune. Ce sont vraiment des espaces qui sont importants d'un point de vue écologique parce qu'ils permettent des connexions justement entre les grands réservoirs de biodiversité qu'on a évoqués précédemment. Donc notamment qui permettent à la faune particulièrement de passer d'un massif à l'autre. Et le troisième élément d'intérêt écologique du territoire communal, ce sont les espaces agricoles et qui au-delà de leur valeur première qui est économique, présentent de réels intérêts paysagers mais aussi écologiques, en maintenant des espaces ouverts, des espaces de respiration qui sont utilisés notamment par certaines espèces, notamment des rapaces par exemple. Ces espaces agricoles, au-delà de leur intérêt écologique, donc, maintiennent des espaces de respiration, notamment dans le secteur urbanisé au niveau de la plaine par exemple de Montory. Et ces espaces agricoles permettent d'une part des perspectives remarquables, par exemple sur le cœur de village depuis la RD6, mais aussi ont l'intérêt sur la commune de Bouc-Bel-Air de se maintenir au niveau des portes d'entrée du territoire de Bouc-Bel-Air. Donc il y avait un vrai enjeu d'un point de vue paysager aussi à maintenir et à réaffirmer ces espaces agricoles parce qu'ils finalement ils permettent qualitativement de marquer les entrées sur le territoire de Bouc-Bel-Air. Et ça maintient également des espaces non bâtis entre par exemple tout le secteur assez urbanisé économique de Pan-de-Campagne et le secteur urbanisé de Bouc-Bel-Air qui sur cet espace-ci commence par la zone d'activité des Chabots et de Laval. Donc un enjeu global de préserver tout ce maillage d'intérêt écologique sur l'espace du territoire de Bouc-Bel-Air. Deuxième objectif de cette première orientation, donc préserver les espaces et les éléments d'intérêt patrimoniaux et paysagers. Cela passe par le maintien de l'affirmation du cœur de village comme point de repère dans le paysage, justement en étant vigilant à l'encadrement de l'urbanisation pour maintenir des perspectives remarquables sur ce cœur historique, notamment depuis les principaux axes de circulation, par exemple la RD6, mais aussi la 51, pour ne parler que des principaux axes de circulation. Mais également d'identifier et de préserver tous les éléments plus ponctuels qui participent à la qualité du patrimoine et du paysage de Bouc-Bel-Air. Donc ce sont tous les hameaux historiques de Bouc-Bel-Air, les bastilles, les jardins, et également les éléments plus ponctuels, les oratoires par exemple, ou les traces du patrimoine agricole bâti dans les espaces encore agricoles de la commune. Et justement, ce qui est symbolisé par tous ces petits cônes de vue jaune, c'est d'avoir une réflexion aussi sur toutes les perspectives paysagères, tant sur le grand paysage, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, depuis les grands axes de circulation sur le cœur de village, mais également, plus localement, sur des perspectives qui ont une identité notamment rurale, et qui méritent d'être identifiées et préservées. Et enfin, dernier objectif de cette première orientation, une volonté affirmée de requalifier, de poursuivre la requalification de la RD8N, qui est vraiment l'axe structurant de Bouc-Bel-Air, donc support de flux important, parce que support également de multiplicité de fonctions, habitat, activité économique et aussi équipement. Et donc un enjeu à lancer et à poursuivre une réflexion globale pour à la fois améliorer le fonctionnement en termes de circulation le long de cet axe majeur, mais également de réorganiser les fonctions, d'améliorer sa perception paysagère. Et cela passera notamment par la révision du plan local du règlement local de publicité qui visera à réduire les nuisances notamment visuelles le long de cet axe majeur. La deuxième orientation du PADD découle très naturellement de la première, qui vise à organiser et à assurer un développement urbain qui soit maîtrisé, équilibré, respectueux de l'environnement. Et le premier objectif de cette orientation numéro 2 est de mettre clairement dans les choix de développement l'environnement et les paysages comme condition première. Et donc, quand la première orientation du PADD
identifie clairement les espaces à préserver, en découlent les secteurs d'urbanisation potentiels. Le deuxième objectif de cette orientation est clair, vise à concilier prise en compte des obligations imposées par la loi ALUR en termes d'intensification urbaine dans les secteurs déjà bâtis, mais également en cohérence et en adéquation avec les caractéristiques et les enjeux propres à Bouc-Bel-Air. Donc permettre une structuration plus importante de certains secteurs urbanisés, oui, mais quand les conditions sont réunies. Conditions en termes d'enjeux écologiques, paysagers, de prise en compte des risques, mais également d'adéquation avec la desserte par la voirie, par les réseaux, par les transports en commun, et également par aussi une cohérence entre les secteurs d'urbanisation et leur proximité par rapport à la fois au pôle de vie, cœur de village, pôle secondaire de la Graciane ou de la Salle, ou encore des pôles d'équipement de la commune. Intensifier l'urbanisation, il faut aussi que ce soit en cohérence avec tout ça, et donc c'est ce qui a amené le PADD à distinguer 3 gradients d'urbanisation sur le territoire de Bouc-Bel-Air, en croisant justement tous ces paramètres enjeux écologiques, paysagers, prise en compte des risques et des réseaux, par exemple. Donc parmi ces 3 gradients, le premier est l'identification d'espaces dans lesquels qu'il faut préserver de tout développement urbain, parce qu'ils présentent des enjeux écologiques ou paysagers majeurs, ou parce qu'ils sont soumis à des risques aussi importants, inondations ou feux de forêt. Il s'agit notamment du secteur Collet Blanc, qui marque la limite est du territoire de Bouc-Bel-Air avec Gardanne, également du secteur Collet Rouge en frange ouest de l'autoroute A51, ou encore le secteur de Sousquière sur la partie sud du territoire, qui correspondent très logiquement aux espaces d'intérêt écologique identifiés dans l'orientation numéro 1 du PADD. Deuxième gradient en termes d'urbanisation, les secteurs urbanisés où la constructibilité doit être maîtrisée ou stabilisée, parce qu'ils présentent également des enjeux écologiques paysagers, ou qui sont concernés par des risques certes moins importants que la catégorie précédente, et qui doivent être pris en compte et dans lesquels l'urbanisation doit être maîtrisée. Il s'agit notamment de tous les secteurs assurés en vert qui se trouvent en lisière des espaces d'intérêt écologique, notamment des grandes entités boisées de Bouc-Bel-Air. C'est notamment le cas de l'extrémité nord du secteur Petit Chemin d'Aix, du secteur Valcro, de tout le secteur Malbergue Nord, de la colline boisée de la Salle, du secteur Sambaki, du secteur du Clos des Pins, également de la Gardure, ou encore tous ceux qui sont en frange des Valas et concernés par un risque d'inondation sur la partie centrale de Bouc-Bel-Air. Et donc en négatif, des secteurs dans lesquels une urbanisation pourrait être davantage structurée et densifiée, parce que justement les conditions desserte, voirie, desserte par les transports en commun ou proximité des équipements ou de l'offre en commerce et services est adaptée. Il s'agit très logiquement en premier lieu du cœur de village, qui est à affirmer comme la centralité première de Bouc-Bel-Air, avec notamment encore des potentialités de développement assez importantes, notamment le terrain encore non urbanisé entre la gendarmerie et le pôle d'équipement École des Pins, secteur des terres, complexe des terres blanches, qui mérite clairement une réflexion particulière pour à la fois encadrer le développement futur et de permettre de répondre en termes de fonction, de stationnement, d'intégration dans le cœur historique de Bouc-Bel-Air. D'autres secteurs qui est déjà caractérisé par une densité un peu plus importante et qui pourrait rester dans cette catégorie-là, tout le secteur autour de la Graciane et de la Mouline, qui sont des pôles de vie secondaires avec une offre en équipement, en commerce et en service assez conséquente. Même typologie sur tous les espaces bâtis qui sont sur la frange nord de l'avenue Thiers. Et également des secteurs déjà caractérisés par une densité un peu plus importante au niveau du secteur de la Salle. À noter le secteur Belle-Ombre, qui est clairement identifié comme stratégique pour le développement urbain de Bouc-Bel-Air. C'était déjà le cas dans le PLU actuellement en vigueur, avec néanmoins une volonté affirmée de redéfinir le cadre réglementaire au niveau du secteur de Belle-Ombre, pour garantir à la fois un développement urbain, certes, une diversification de l'habitat, mais également une intégration dans le tissu pavillonnaire qui caractérise aujourd'hui l'environnement immédiat de ce site stratégique, et également une identification et une préservation des éléments d'intérêt historique, patrimoniaux et paysagers qui caractérisent cette propriété emblématique de la commune. Donc voilà pour les 3 gradients d'urbanisation, donc hiérarchisés en fonction des caractéristiques de Bouc-Bel-Air. Maîtriser le développement, ça passe aussi par la définition et la redéfinition d'extensions urbaines qui sont encadrées et maîtrisées. Donc en ce sens, différents secteurs sont identifiés pour accueillir le développement majoritairement de l'habitat de Bouc-Bel-Air à l'horizon 2030. Et ils sont très logiquement à proximité des secteurs centraux de la commune. Les 2 premiers secteurs se sont situés le long de la RD 8N, au niveau du secteur Sambaki-Est et plan marseillais Violésie. La RD 8N, on l'a vu dans l'orientation numéro 1, a vocation à être affirmée comme un boulevard urbain avec un traitement paysager et une amélioration de son fonctionnement en termes de circulation, mais aussi un enjeu clair de recentrer le développement de l'habitat autour des pôles commerciaux et de services existants,
Donc notamment pour la partie Sambaki Est, le secteur commercial entre les complexes Sambaki et la Croix d'Or. Et pour le secteur plan marseillais, on va dire globalement autour du pôle commercial centré autour de Super U Neptuna. Et donc une volonté de développer l'habitat et d'affirmer le développement de l'habitat en appui sur ces pôles de commerce et de services. Un enjeu également identifié pour la partie Sambaki Est, dans le cadre de l'urbanisation future, de prévoir la création d'une voie de désengorgement qui permettrait de relier la RD en direction de Calas, avec la RD 8N. Autre secteur stratégique identifié pour le développement de l'habitat, le secteur de Montory, qui est déjà un pôle d'équipement structurant de la commune, avec le collège Georges Brassens, le complexe d'Igru, très prochainement le pôle jeunesse en cours de finalisation. Un pôle d'équipement qui a vocation à être conforté par le déplacement du collège et la création d'un gymnase notamment. Et donc une vocation claire de développer l'habitat en appui sur ce pôle d'équipement structurant existant et en devenir. Et donc aussi qui permet de justifier une urbanisation un peu plus structurée autour de ce pôle structurant. Autre, toujours en étant dégressif cette fois-ci en matière de densité projetée, le secteur des revenants est également identifié comme stratégique pour le développement de l'habitat, notamment avec un objectif de diversification de l'offre en logement, étant précisé que le développement de l'habitat dans ce secteur-là est conditionné également à un développement de l'offre en transport en commun, parce que bien que ce secteur bénéficie d'une proximité de la RD 8N et d'une bonne desserte depuis cet axe majeur de la commune, il y a une nécessaire adéquation à assurer entre développement de l'habitat et desserte par les transports en commun. Et les derniers secteurs qui sont identifiés pour le développement de l'habitat, avec une densité moindre cette fois-ci, sont les secteurs la Baume du Loup et l'Escaillon, qui sont des secteurs déjà urbanisables dans le cadre du PLU en vigueur, mais qui sont situés vraiment en frange d'espaces d'intérêt écologique, notamment avec les falaises et les massifs boisés qui forment l'éperon rocheux qui entoure la partie sud du cœur de village. Et donc dans ces secteurs-ci, toujours à vocation d'habitat, mais avec une densité plus mesurée, d'une part pour assurer l'intégration dans les tissus pavillonnaires existants, mais aussi en assurant une transition adaptée avec justement ces espaces naturels d'intérêt écologique, et aussi avec l'aléa feu de forêt qui est identifié dans ces secteurs naturels, limitrophes. Donc globalement, pour terminer sur cette orientation numéro 2, un objectif global d'avoir une gestion plus économe de l'espace. Et donc en ce sens, le nouveau PLU se fixe comme objectif de reclasser en zone agricole et naturelle, à travers les choix identifiés dans les orientations 1 et 2 du PADD, près de à minima 30 hectares de zones actuellement constructibles en zone agricole et naturelle dans le cadre du nouveau PLU. D'avoir un phasage de l'ouverture à l'urbanisation des zones d'urbanisation future, pour justement avoir un développement qui soit progressif et maîtrisé, et d'avoir une réflexion vraiment poussée sur les différents secteurs à enjeu qu'on a reparcourus ensemble, à travers des orientations d'aménagement et de programmation qui seront des schémas de principe qui viendront fixer pour chaque secteur stratégique les fonctions, le fonctionnement en termes de déplacement motorisé, déplacement doux, création d'espaces collectifs, pour faire en sorte que les extensions urbaines soient cohérentes avec l'existant et qu'il y ait une vraie plus-value pour la commune à terme. La troisième orientation est axée sur la qualité du cadre de vie de Bouc-Bel-Air, donc avec différents objectifs. Le premier concerne la diversification de l'offre en logement. Donc en ce sens, c'est un constat du diagnostic. Il y a une inadéquation entre l'offre en logement et les besoins des populations tant actuelles que futures, notamment en termes de taille de logement ou de typologie de logement, notamment un déficit en termes de logement locatif. Le PADD affirme clairement l'objectif de poursuivre la diversification de cette offre en logement pour permettre à tous les bouquins de se maintenir sur le territoire communal et également à toutes les catégories de population de s'installer sur le territoire de Bouc-Bel-Air. Et aussi un objectif clairement réaffirmé d'avoir une diversification et une mixité sociale dans l'habitat qui soit développée, déjà pour réduire le déficit constaté sur la commune en termes de logement social, mais également d'avoir une répartition homogène de cette offre en logement social sur l'ensemble du territoire communal. Étant entendu néanmoins que dans les secteurs stratégiques identifiés précédemment pour le développement de l'habitat, cette production en matière de logement social sera néanmoins un peu plus appuyée. Que ce soit au niveau du cœur de village, du secteur de Montory, des deux secteurs identifiés dont l'air des 8N ou encore au niveau du secteur des revenants. Le deuxième objectif de cette troisième orientation vise à accompagner le développement de Bouc-Bel-Air Horizon 2030 par un maintien et un confortement de l'offre en équipement de Bouc-Bel-Air. Cette offre en équipement est déjà de bonne qualité et assez conséquente par rapport au poids démographique de la commune, mais néanmoins il y a un enjeu à poursuivre cette structuration de l'offre en équipement sur Bouc-Bel-Air. Donc en maintenant une offre en équipement au niveau de l'ensemble des pôles de vie, cœur de village et pôles secondaires de la Graciane et de la Salle, mais également, on l'a vu, en confortant le pôle de Montory, et également complété par le pôle Oxylane qui a vocation davantage de sport loisirs.
Le développement de l'offre en équipement passe également par un objectif affirmé de créer des espaces verts collectifs sur l'ensemble du territoire communal pour poursuivre le maillage de la zone urbanisée de Bouc-Bel-Air par des espaces porteurs de liens sociaux et également de mixité intergénérationnelle. Et donc la création de ce type d'espace sera notamment garantie par les fameuses orientations d'aménagement et de programmation, qui sont les schémas de principe qui seront déterminés sur les secteurs stratégiques de la commune. Cette orientation appuie également l'enjeu d'améliorer les conditions de déplacement au sens large sur le territoire communal, donc améliorer le gabarit de certaines voies qui sont aujourd'hui sous-dimensionnées dans des secteurs stratégiques pour le développement de la commune, d'aménager les abords de la RD6. C'est un projet porté par le Conseil général qui visera à terme à créer une contre-allée le long de la RD6 et de supprimer certains accès directs sur cette voie de transit pour les rebasculer sur l'avenue Thiers, l'avenue Pauline de Simiane ou encore la rue des Roseaux. On l'a vu d'engager une requalification valorisante de la RD8N et d'améliorer son fonctionnement, notamment au niveau de certains carrefours problématiques, notamment au niveau de la RD60, avenue Général de Gaulle, route de Calas et RD8N, ou encore le carrefour de Violésy. Et également de remédier au dysfonctionnement sur la partie nord de la commune, sur le carrefour des Trois Pigeons, qui est également engagé par la DREAL avec l'association du Conseil général, de la communauté du Pays d'Aix et de la commune de Bouc-Bel-Air. Également un enjeu d'améliorer les conditions de stationnement, donc en adaptant les règles de stationnement au niveau des secteurs d'habitat, ça a déjà été le cas dans le cadre de la modification numéro 2 du PLU. Également de permettre et d'inciter à un développement de l'offre en stationnement collectif au niveau du centre ancien de Bouc-Bel-Air. Et également d'inciter au mode alternatif à l'automobile, donc cela passe par l'incitation au covoiturage avec 2 projets d'aires de covoiturage supplémentaires sur le territoire de Bouc-Bel-Air. Une existe au niveau de la Mouline. À terme, une seconde sera réalisée au niveau du carrefour de Violésy et une troisième au niveau de la zone d'activité des Chabots. Et enfin, l'amélioration des déplacements passe également par le développement des modes doux, donc piétons et cycles à l'échelle du territoire communal, avec un enjeu, c'est l'objectif de tous ces petits pictogrammes que vous avez ici en vert, un enjeu à terme de relier ensemble tous les pôles de vie, pôles d'équipement, de commerce, de services et les secteurs d'habitat de la commune par des aménagements sécurisés à l'échelle du territoire de la commune. Une réflexion également à engager sur la connexion entre certains secteurs résidentiels de Bouc-Bel-Air et la gare de Simiane, qui est vraiment un secteur stratégique et limitrophe au territoire communal de Bouc-Bel-Air et qui est vraiment à proximité immédiate de la commune. Et pour terminer, une 4e orientation qui est axée sur le développement économique de Bouc-Bel-Air, donc avec un enjeu de mieux maîtriser ce développement économique. Cela passe en premier lieu par l'affirmation et la pérennisation de l'activité agricole. Donc on l'a vu dans l'orientation numéro 1, espaces agricoles qui sont identifiés pour leurs enjeux écologiques et paysagers, mais en premier lieu économiques. Et donc une affirmation claire de cette agriculture sur le territoire de Bouc-Bel-Air avec une volonté même d'une reconquête de certains espaces actuellement en friche par l'agriculture, avec une volonté d'établir un partenariat avec la Chambre d'agriculture, notamment par le reclassement de certains secteurs aujourd'hui constructibles à vocation économique en zone agricole. C'est le cas principalement sur le secteur pain-porte-rouge, sur lequel notamment est envisagée l'implantation d'une pépinière agricole pour l'implantation et la formation de jeunes agriculteurs pour qu'à terme ils puissent ensuite basculer sur des exploitations qui leur seraient propres. Et également le reclassement de certains secteurs aujourd'hui à vocation économique au niveau du secteur Les Morts-La Sèbe en limite est avec Gardanne du territoire de Bouc-Bel-Air. Une volonté de développer les circuits courts ainsi que l'agritourisme en appui sur le patrimoine agricole et le patrimoine de Bouc-Bel-Air. Deuxième axe de cette orientation économique, un enjeu de recentrer les activités commerciales et de services autour des pôles existants. Donc en premier lieu le cœur de village comme pôle de vie principal de la commune, de maintenir les pôles secondaires commerciaux de la Graciane et de la Salle, et aussi un virage assez important par rapport au PLU actuel sur la RD8N, qui est l'axe on va dire commercial et de services également majeur de Bouc-Bel-Air, un enjeu clair de recentrer ce développement commercial autour des 3 pôles existants que sont celui de la Mouline, celui de Sambaki, la Croix d'Or et de celui de Super U Neptuna, et d'arrêter le développement linéaire sur tout le linéaire de la RD8N du commerce, et vraiment de le recentrer autour de ces 3 pôles. Même logique pour le développement des bureaux, avec une volonté de coupler potentiellement le développement des bureaux avec de l'habitat et d'éviter la multiplication des plots de bureaux qui se superposent au commerce et qui rendent d'une part non lisible l'offre commerciale et de bureaux le long de cet axe-là et en plus complexifient son fonctionnement en termes de circulation.
En matière de développement économique au sens plus large, donc artisanal et on va dire industriel, pour reprendre les termes du Code de l'urbanisme, l'enjeu, et là il y a des changements assez importants par rapport au PLU en vigueur, l'enjeu est de recentrer le développement économique autour des pôles existants, des Chabots et de la Malle, pour ne parler que des principaux, également de celui de Plan Marseillais ou encore de Sauvecannes. Et pour ce qui est des quelques centralités économiques qui existent au niveau de la RD6, un virage clair est pris par rapport au PLU actuellement en vigueur de recentrer le développement sur l'existant et de reclasser en zone agricole et naturelle des secteurs qui étaient aujourd'hui identifiés à vocation économique. Pour justement mieux optimiser le foncier dans les secteurs déjà à vocation économique et de préserver les espaces agricoles et naturels de Bouc-Bel-Air. Et pour terminer, le dernier objectif affirmé dans ce PADD est de maintenir et conforter l'attractivité économique de Bouc-Bel-Air en appui sur les structures touristiques existantes, notamment d'hébergement comme le camping par exemple ou la résidence hôtelière à proximité du jardin d'Albertas. Le jardin d'Albertas notamment est identifié clairement comme un espace d'intérêt patrimonial paysager, c'est indéniable par le classement au titre des monuments historiques, mais également à vocation touristique avec néanmoins un équilibre à trouver entre valorisation touristique et préservation, valorisation du patrimoine et des enjeux écologiques qui sont clairement identifiés au niveau de ce secteur sensible. Les jardins sont d'une part classés, mais leurs abords sud, notamment entre les jardins d'Albertas, la vue générale de Gaulle et la RD 60, même s'ils sont en partie urbanisés, sont caractérisés par une présence végétale affirmée et qu'il conviendrait de préserver dans le cadre du nouveau PLU. Et bien évidemment, en matière de tourisme plutôt à vocation de sport-loisir, une volonté affirmée aussi de maintenir et voire de permettre un confortement encadré du village Oxylane, qui est un secteur attractif et indéniable de Bouc-Bel-Air. Donc voilà en substance ce PADD, j'espère pas avoir été trop long. L'objectif maintenant étant de laisser place au débat sur ce document clé du futur PLU. Bien. Qui veut intervenir? Monsieur Plisson. Oh, vous n'avez pas de micro. Non, mais c'est enregistré, donc c'est important qu'on vous entende. Donc voilà. Oui, juste une petite remarque liminaire. J'ai été étonné de trouver à la page 1 un petit extrait d'un texte connaissant quand même les orientations politiques de la majorité. C'est un texte de 1968 qui fait référence au monde sauvage. Bon, c'est juste comme ça, un petit sourire. Je ne m'attendais pas à trouver ce type de texte. On aura peut-être d'autres occasions de nous étonner. Monsieur Plisson. Je n'attends que ça. Non, première remarque, question. À la page 7, donc c'est là qu'il est précisé que l'objectif fixé est de 16 500 habitants en 2030, soit une augmentation programmée de 2400 habitants environ en 15 ans. En face de ce chiffre, on voit une production annuelle de 90 logements par an, soit en 15 ans, 1350 logements. Et là, je m'interroge un peu, je me dis, 1350 logements pour 2400 personnes, c'est quand même pas très favorable à la famille, tout ça. Donc, c'est sur les chiffres que je suis un petit peu étonné que... ça fait 1,5 habitants par logement. Bon, voilà, s'il y a une explication, je l'entends volontiers. Merci. La moyenne, si vous voulez, sur Bouc-Bel-Air, c'est 2,2 habitants par logement. Mais il faut tenir compte, si vous voulez, dans ce volume aussi, les logements vacants, les résidences secondaires, pardon, donc qui ne correspondent pas à des gens qui habitent là tout le temps, quoi. Donc voilà. Mais les calculs qui ont été faits correspondent à ceux aux moyennes qui ont été trouvées, si vous voulez, les années précédentes. On est loin quand même de 2,2 là, hein. On est plutôt à 1,5.
Ce qui est intéressant à préciser également, c'est que l'estimation du besoin en logement pour atteindre l'objectif de population à l'horizon 2030, effectivement, il se base sur la population nouvelle pour atteindre le chiffre que vous avez évoqué, pour atteindre les 16 500 habitants. Et il faut savoir aussi que Bouc-Bel-Air n'échappe pas au phénomène général de desserrement, ce qu'on appelle le desserrement des ménages. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le nombre de moyens d'occupants par logement diminue. C'est-à-dire par la décohabitation des jeunes, la multiplication des divorces, le vieillissement de la population, et que ne serait-ce qu'aujourd'hui que pour maintenir le niveau actuel de population de Bouc-Bel-Air, il va y avoir besoin de nouveaux logements. C'est ce qui explique que le calcul que vous avez fait, qui certes paraît le plus logique de prime abord, n'est pas aussi simple que ça. C'est qu'aujourd'hui, dans les logements qui sont projetés, il y a ceux pour accueillir la nouvelle population, les logements nouveaux pour accueillir la nouvelle population, et les logements nouveaux pour maintenir le niveau de population actuel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'offre en logement, enfin, le nombre de logements est estimé à ce chiffre-là. Autre question, Madame Berlinkels? Oui, alors pour rester dans la même question, sur l'article de la Provence du lundi 9 mars, justement ce chiffre de 16 500, il n'est pas en adéquation du tout avec le PLH, c'est-à-dire le plan local de l'habitat tel qu'il a été effectivement défini pour les différentes communes du Pays d'Aix, puisque en prenant comme base 13 761 habitants alors qu'on est déjà à 14 500, on se rend bien compte qu'en 2030, la population va effectivement augmenter de 5 500 habitants et on reste donc dans le chiffre de 20 000 habitants tel qu'il avait été annoncé précédemment dans l'autre PLU. Voilà. Alors, en fait, ces orientations de PADD, bon, on a bien compris, Monsieur le maire, que pour construire ce nouveau PADD, vous vous appuyez et sur l'étude de la biodiversité et puis la consultation citoyenne dernière. Donc il est clair que ces nouvelles orientations, elles sont le reflet effectivement d'un choix politique. En revanche, il est clair que choix politique dit aussi respect des lois. Et il est clair qu'il y a à être vigilant pour respecter la loi ALUR. Quand on demande à tout bouquin s'il est effectivement tout à fait d'accord à respecter l'environnement, la biodiversité, tout bouquin vous dira oui, mais à quel détriment? Alors, il y a un certain nombre d'incohérences dans ces nouvelles orientations et j'aimerais justement avoir un certain nombre d'éclaircissements. Certaines zones qui jusqu'à maintenant avaient été en zone inconstructible, notamment pour des nuisances sonores, sont actuellement en zone constructible. C'est toute la zone des revenants. Donc, j'aimerais savoir si il y a prévu la construction d'un mur anti-bruit, par exemple. Et pourquoi une zone qui hier était inconstructible justement pour de telles nuisances peut être aujourd'hui constructible. Alors, il y a là une précipitation. Il est clair qu'on sait très bien qu'il y a des échéances. En revanche, j'ai demandé l'étude qui a été faite sur la biodiversité. Et en fait, il m'a été répondu que cette étude n'est pas finie, puisque cette étude elle est basée précisément sur les saisons et que nous sommes à la saison hiver et qu'il y aura effectivement une étude sur le printemps, l'été, etc. Donc, il y a une précipitation à déjà voter quelque chose qui n'est pas encore totalement fini. Lors de la réunion publique, Monsieur le maire, du 11 février, à laquelle j'ai effectivement participé, il y a un habitant de Bouc-Bel-Air qui vous a posé la question suivante. Alors, donc, il vous a dit, Monsieur le maire, comment comptez-vous faire pour empêcher l'installation sur Bouc-Bel-Air de ces personnes d'horizons différentes? Et vous lui avez répondu, je ne peux pas ici, devant tout le monde, vous dévoiler mes cartes, mais rassurez-vous, j'ai ma petite idée là-dessus. Alors, Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez, au conseil municipal aujourd'hui, nous dire
quels sont effectivement, quels sont les cadres que vous ne pouviez pas dévoiler lors de cette réunion publique du 11 février dernier. Ensuite, on parle de préservation des zones agricoles. On constate en France qu'effectivement, les agriculteurs ont vraiment du mal à tenir, tellement c'est difficile et qu'il y a beaucoup justement de suicides d'agriculteurs. Alors, si on préserve des zones naturelles, est-ce que, monsieur le maire, il est prévu un plan aussi pour soutenir l'installation d'agriculteurs, quand on sait toutes les difficultés qu'il y a? Ensuite, on parle de tourisme. Monsieur le maire, il ne me semble pas à Bourg-Belair qu'il y ait une politique touristique. Alors, quand je vois maintenir et conforter l'activité touristique de Bourg-Belair, j'aimerais qu'on m'explique quelle est cette activité touristique qui est développée à Bourg-Belair. Et pour clôturer, est-ce qu'à Bourg-Belair, il existe, enfin pour notre commune, une commission d'attribution de logements sociaux? Merci, monsieur le maire. Bien. Madame Berlinkels, il faut écouter quand on vous parle. Aujourd'hui, vous avez une transparence totale qui est menée. Le chef de service est venu. Je rappelle qu'on n'est pas en conseil municipal, on n'est pas en format délibératif, puisqu'ils peuvent parler. Mais il faut l'écouter. Il vous a répondu à des questions, mais seulement manifestement, vous n'aviez pas envie d'écouter, donc vous posez des questions. Sur le nombre de logements dans le PLH. Oui, la communauté du Pays d'Aix s'est trompée, on fera rectifier, puisque là on est simplement à la concertation. Mais j'en viens aux deuxième question que vous posez, puisque c'est la même chose. La communauté du Pays d'Aix est bloquée par la date du 31 décembre 2015. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin là-dessus, puisque le 1er janvier 2016, ça sera d'une autre compétence qu'elle. Comme la commune, ça sera aussi le même problème. Et donc j'ai toujours dit, depuis le début, dans le projet municipal, c'était écrit, nous l'avons toujours dit, y compris au mois de juillet, quand on a délibéré pour lancer la révision générale, il est clair que notre PLU doit être adopté avant le 31 décembre 2015. C'est pour ça que l'étude sur la biodiversité, vous avez raison, elle fait 4 saisons, donc comme elle a commencé en été, elle ne pourra pas finir avant la fin du printemps. Peu importe, c'est prévu et on avance en ce qu'on appelle en temps masqué. C'est-à-dire qu'on a des études qui avancent l'une en parallèle avec l'autre. Donc là, on ne peut pas, l'étude de biodiversité n'est pas finie, c'est normal, elle ne sera finie qu'à la fin du printemps, c'est-à-dire à la fin juin, début juillet. Oui, puisqu'il faut les 4 saisons pour la biodiversité. Ensuite, vous me posez une question sur l'outil impossible à dévoiler. Mais je persiste et signe, même en conseil municipal, public, ne pas vous dire comment je fais. Faites-moi confiance, mais je sais que vous ne me faites pas confiance. Mais les électeurs, ne vous inquiétez pas, me font confiance de ce côté-là. Et l'essentiel, pour eux, ils vont voter sur ce qu'ils voient et non pas ce qu'ils entendent. Sur les zones agricoles, Monique Salomon vous l'a dit, Arnaud vous l'a dit aussi, les choses sont claires. Avec la communauté du Pays d'Aix, on va faire en sorte que cette pépinière agricole soit créée avant le 31 décembre 2015. Parce que la communauté du Pays d'Aix n'existera plus au 31 décembre 2015. Donc on fera en sorte qu'avant, ça existe. Et je crois que c'est une très très bonne chose dans le cadre d'une économie agricole, parce que l'agriculture est quand même une économie aussi, et qu'on puisse avoir des produits qui sont fabriqués pas très loin d'ici, et des produits qui sont fabriqués non pas avec une agriculture intensive ou ce genre de choses. Voilà. Quant à la commission d'attribution des logements sociaux, il me semble qu'elle existe et qu'elle s'est déjà réunie. Et je ne sais pas qui de votre groupe d'opposition en fait partie. Ah, c'est M. Bretin, voilà. Donc, demandez à M. Bretin, on a eu une commission quand il a fallu attribuer toute l'opération qui est au feu rouge. Voilà.
Donc on joue la transparence comme on vous l'avait dit. Le tourisme, on peut très bien. Vendredi, je crois, vendredi, Mathieu Pietri avait une commission extra-municipale sur le patrimoine. On est en train de recenser tout le patrimoine. Nous avons les jardins d'Albertas. Ça fait partie de quelque chose de touristique. On a récemment d'autres comment dirais-je, alors on peut inclure, c'est vrai, le tourisme aussi sportif, où les gens qui viennent faire du sport dans le cadre de Décathlon. Je veux dire, bon, je crois que c'est une mise en valeur qui peut se faire dans notre commune. Moi, j'ai pas honte de notre commune, au contraire. Vous semblez en douter, mais moi, je n'en doute pas, ne vous inquiétez pas. Eh bien, nous vous répondons. Autre question? Oui. Si on peut peut-être passer quelques quartiers en revue, j'aurais quelques questions. Il y a une phrase là, qui m'a un peu étonné, page 13, sur la silhouette du village. Okay. Et donc, il est préconisé une affirmation maîtrisée et encadrée des volumes bâtis en ligne de crête, en particulier de vue du côté sud. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la ligne de crête vue du côté sud, pour l'instant, elle est relativement dégagée de construction. Est-ce à dire que l'on envisage des constructions sur la ligne de crête? Bon voilà, là j'ai pas bien compris cette phrase, mais je pense que la réponse est toute simple. En fait, ce qu'on souhaitait, c'est que, s'il vous plaît, à partir des voies qui sont à partir des voies qui sont le CD6 par exemple, on voit le village. Et donc, on va probablement faire des aménagements, si vous voulez, pour que ce soit plus agréable à regarder que ce que c'est actuellement. Donc, c'est ce qu'on a voulu dire là, quoi. On va maîtriser probablement beaucoup plus que ce qui a été fait jusqu'à présent pour que ce soit plus agréable à voir depuis le CD6. Le CD6 ou la 51, de toute façon. Ouais, C'est ce qui peut être ajouté effectivement. L'enjeu, peut-être que la formulation est à préciser, mais l'enjeu, un des constats du diagnostic, c'est aussi qu'aujourd'hui, le cadre réglementaire qui est établi au niveau du cœur historique de Bouc-Bel-Air n'est pas forcément adapté pour permettre une évolution du bâti existant. Aujourd'hui, pour parler très concrètement, il y a des personnes qui déposent des permis ou des déclarations préalables pour surélever leur construction, que ce soit pour une extension ou même pour améliorer leur performance énergétique pour refaire la toiture. Et le cadre aujourd'hui n'est tellement pas adapté qu'on est obligé de leur refuser. Donc le début de la réflexion, c'était déjà de revoir le cadre réglementaire au niveau du cœur de village pour concilier préservation du patrimoine et des perspectives paysagères et évolution du bâti. Et ce paragraphe-là avait pour vocation à dire que la redéfinition du cadre réglementaire au niveau du cœur de village de Bouc-Bel-Air sera aussi vigilant à la perception depuis les grands axes. Et notamment au niveau des lignes de crête, parce que c'est effectivement la partie du village qui est la plus visible. Mais globalement, l'idée qui a voulu être traduite, c'est celle-ci, c'est de dire réadaptation du cadre réglementaire pour concilier préservation des perspectives paysagères, mise en valeur du patrimoine, mais également évolution adaptée du bâti existant. Dit comme ça, on comprend mieux. Je suggère peut-être une petite réécriture de la phrase, parce que là, moi j'avais compris l'inverse. J'avais compris qu'on voulait mettre, pour être clair, des maisons en haut de la crête pour donner une perspective de village vue d'en bas. Je comprends mieux avec les explications du monsieur. Du technicien. Alors, si on a un souci aujourd'hui dans le centre ancien, c'est qu'on ne souhaite pas qu'il y ait de nouveaux logements qui soient faits, parce qu'on a des problèmes de stationnement, que tout le monde a. On n'a déjà pas assez de place, donc si vous avez de nouveaux logements, vous aurez malheureusement, encore aujourd'hui, on est en 2015, je ne parle pas d'après, mais en 2015, vous aurez de nouvelles voitures, et où est-ce qu'on les met? Donc on a quelques soucis. Donc il faut, de ce côté-là, on en parlait cet après-midi, il faut qu'on trouve une rédaction qui permette à quelqu'un de faire une extension, de faire une surélévation avec un nouveau toit, qu'on ne soit pas obligé de refuser le permis. Monsieur le maire. Oui. Vous n'avez pas répondu à une des questions que je vous ai posées.
pour expliquer un petit peu le fait que vous ayez pris la décision de passer une zone qui était justement classée en nuisance sonore et qu'elle devienne constructive. Est-ce qu'il y a de prévu la construction d'un mur anti-bruit? C'est les revenants. À ma connaissance, le mur anti-bruit, c'est de la compétence de la communauté. Et compte tenu comment dirais-je, de la difficulté qui est communautaire que l'on retrouve dans tous les EPCI qui vont être fusionnés à la métropole le 1er janvier, je crois que c'est prêcher dans le désert en ce moment, proposer ce genre de choses. Mais c'est vrai que enfin, ça a été fait, ça n'a pas été fait de ce côté-là. Excusez-moi, l'équipe précédente, excusez-moi d'en parler, mais là, n'a peut-être pas fait de demande à l'époque, elle a laissé urbaniser. Aujourd'hui, c'est un coin qui est quand même pas mal urbanisé. Donc, soit on le met en zone naturelle, soit, alors là, je vais vous faire plaisir, puisque c'est un peu la volonté de madame, comment elle s'appelle, qui était ministre du logement, Duflot, madame Duflot, là, voilà. C'est de faire en sorte de densifier un peu ce coin-là. Et donc, on fera en sorte qu'après, le mur anti-bruit arrive. Non mais je veux dire, bon, on va pas polémiquer là-dessus, hein, simplement, c'est vrai que si aujourd'hui une zone qui était classée inconstructible pour nuisance sonore, vous décidez, parce que c'est ce qui a été fait, vous décidez de la rendre constructible, il faut quand même prévoir qu'il y aura des gens qui vont y habiter, et si les conditions ne sont pas réunies, notamment la possibilité de la construction d'un mur anti-bruit, je trouve que c'est un peu léger, puisque la nuisance sonore, elle est toujours présente. Chère madame, je le dirai aux propriétaires qui sont propriétaires fonciers dans la zone, qui viennent s'adresser à vous, parce qu'ils veulent tous qu'on ait la possibilité de construire. Et sachez une chose, c'est les normes RT quelque chose, RT 2012, qui oblige à faire des constructions qui soient d'une manière thermique et auditive, qui soient donc protégées. Je peux rajouter quelque chose, c'est qu'en fait cette zone, elle n'a pas été classée non constructible, pas à cause du bruit, hein. C'est parce qu'en fait il n'y a pas de réseau sur cette zone-là. D'accord? C'est pour cette raison. Il n'y a rien qui interdit de toute façon une construction parce qu'il y a du bruit. Il n'y a rien. Il n'y a pas dans le code, si vous voulez, quelque chose qui neutralise parce qu'il y a des nuisances sonores. Donc voilà. Et là, en fait, c'était parce qu'il n'y avait pas les réseaux. C'est pour ça que la zone est classée non constructible. Si on peut, on continue au Triertier. Alors, la notion de boulevard urbain, j'ai quand même beaucoup de mal à voir ce que ce sera. Parce que déjà, avec la mise en place, la construction de centres commerciaux, etc., ça devient déjà un petit peu dense et un petit peu n'importe quoi aussi. Là, j'ai du mal à imaginer, en allant plus loin, en mettant plus des constructions, etc., comment tout cela pourra prendre la forme de quelque chose de cohérent et d'un véritable boulevard urbain. Voilà. Je vais vous répondre très simplement là-dessus. L'équipe précédente avait la volonté de faire une artère avec 2 contre-allées. Ça correspond à ce que j'appelle moi la gare TGV. C'est-à-dire que vous avez des trains qui passent au milieu à 200 à l'heure, et puis il y a des contre-allées de part et d'autre que l'on va prendre. Vous avez vu, c'est ce qui a été fait au niveau de Super U. Donc vous avez vu que nous avons pris un autre pari. Cet autre pari, c'est simplement de faire une voie, une artère à 2 voies, avec des bornes multifonctions de part et d'autre, sur lesquelles on peut se garer sans problème, et on n'a pas besoin de prendre une contre-allée. Ce qui veut dire que là, on a en fait quelque chose qui est beaucoup plus urbain. C'est une voie dans laquelle on peut s'arrêter, on peut tourner à droite, on peut la reprendre, on peut pas tourner, il y a un îlot central, hein, donc on ne peut pas traverser, et sauf au rond-point, les giratoires qui sont, puisque les giratoires, vous avez Violésie, qui est en train de se faire. On a presque trouvé
avec un propriétaire foncier sur lequel on voudrait lui prendre une 60aine de mètres carrés, donc bon, il n'y a pas encore son accord. Soit alors on passe en DUP, mais la DUP on en a pour 2-3 ans, donc on préfère avoir un accord avec ce propriétaire-là, et on a un gératoire qui rentrera entre les maisons, si je puis dire. Bon, là, on a quelqu'un qui n'est pas élu, qui s'appelle Jean-Pierre Lucie, qui nous a beaucoup aidé là-dedans. Je le remercie d'ailleurs. Et puis on aura après Décathlon, Violésy, Super U, et on est à Sambaki. On a quand même un jalonnement de giratoires qui nous permettront d'aller faire le demi-tour au giratoire et non pas de traverser la route. Voilà un peu quelle est l'idée de boulevard urbain. Hein. Donc on a aujourd'hui sur la RD8N, on a fait le relevé topographique, et puis on va se prendre un conseil, enfin un bureau d'études qui va nous permettre de passer à la phase opérationnelle le plus vite possible. Est-ce que j'ai répondu à votre... Non, c'est une réponse. Il n'empêche que cette route demeure l'ancienne route nationale avec un charroi important le matin, le soir, et je ne sais pas jusqu'à quel point c'est compatible avec la notion de boulevard urbain. Hein. C'est ça qui me pose question. Aujourd'hui un charroi phénoménal, je ne vais pas recommencer à ce que j'ai entendu dire plusieurs fois. Hein. Aujourd'hui, il est utilisé par un certain nombre de personnes qui ne sont pas des bouquins, hein, qui traversent pour aller travailler aux mines, par exemple. Donc, avec l'échangeur des 3 pigeons qui sera refait, on aura vraisemblablement on aura au moins 130 personnes de mémoire, hein, 130 personnes aux heures de pointe le matin, 130 voitures qui prennent à Décathlon la RD8N. En fait, quand on dit à Décathlon, c'est aussi bien celle qui arrive du RD6 que celle qui sort de l'autoroute au Chabot. Alors voilà, on aura 130 de moins, ce qui est quand même énorme, parce que ça fait entre 20 et 30%, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais de ce qui arrive à la monine et après à l'échangeur, au giratoire des 3 pigeons. Donc voilà, notre idée c'est d'en faire un boulevard urbain. Mais écoutez, les gens, s'ils veulent traverser la commune, s'arrêter dans les commerces bouquins, on n'est pas contre, mais ça veut dire que la vitesse sera amoindrie, elle sera, comme on est en ville, elle sera sans doute à 50 km/h. Il y a sûrement aussi des travaux à faire sur la perspective visuelle. C'est clair. Attendez, ça, dans notre projet municipal, on a 5 ans pour le réaliser. C'est l'aménagement de la RD8N qu'on reprend depuis la Croix d'Or jusqu'à Décathlon. Ça, c'est clair. Avec quand même l'ensemble de l'existant qui est du domaine privé et qui sera difficile de rendre plus, comment je dirais, urbain au sens noble du terme de l'urbanisme. Oui. Et pendant 10 ans, même 12 ans, on n'a rien fait sur cette RD8N. Voilà. Si, on a fait un giratoire, mais bon, on a fait un giratoire au niveau de Sambaki. Par contre, on vous a... Super. On vous a, tout à l'heure, monsieur Arnaud, vous avez expliqué notre volonté au niveau de la ville d'arrêter l'activité. Voilà, donc ça a été expliqué. C'est pour ça que je vous dis, vous avez peut-être les réponses là. Oui, enfin, ça n'empêche pas quand même qu'on pose des questions complémentaires. On vous le répète. J'ai bien entendu, mais c'est vrai aussi quand même qu'en même temps, il a été dit qu'il y aurait une urbanisation à Sambaki et au plan marseillais. Et donc, ça va rajouter quand même à la complexité. Ça sera plutôt de l'habitation, vous avez compris. Bien entendu, mais ça rajoute à la complexité, d'organiser cet axe, quoi, probablement. Oui, ça rajoute du monde sur les routes. Vous nous dites, c'est ce que disait votre voisine, qu'il faut faire du logement, c'est un peu la loi du flot qui nous oblige, etc. Puis après, vous nous reprochez de faire du logement. J'avoue que je suis... Non, c'est pas un reproche. Qu'on le fasse quelque part. Je vois pas où est le reproche. Je dis simplement que ça rajoute à la complexité de faire de la RD8 un boulevard urbain. Et c'est probablement un projet de très longue haleine, en fait. Ah, mais c'est un projet dans les 5 ans.
Ce pisson, quand on dit boulevard urbain, ça veut dire qu'il y a des constructions, l'activité, des logements, etc. Voilà. Et qu'on ait quelque chose qui soit un peu plus esthétiquement parlant et fonctionnellement parlant, autre chose que ce que nous avons à l'heure actuelle. Plus de questions? Quand même. Attends. Les espaces urbains dans le prolongement du centre ancien, j'ai pas bien pigé. C'est quelle zone en fait qui est concernée? Les soucis. Il me semble que les espaces urbains, on vous l'a dit, on a même dit que c'était juste en dessous de la gendarmerie. Donc, oui, on a répondu à vos questions. Non, mais attendez, je suis d'accord. Mais si c'est cette zone précisément, j'ai pigé, je connais même la propriétaire. Mais c'est cette zone uniquement. Ah, c'est ça notre plan. D'accord. Non, point barre. Non, que les choses soient claires, on ne touche pas à la ceinture verte du village. Hein. Non, mais c'était implicitement ma question. Bon, après, il y a la taille envisagée pour le quartier Montory. Donc, vous avez présenté le mois dernier un premier projet. Je sais pas, on a un peu, moi personnellement, un peu de mal à imaginer jusqu'où on ira, la taille qui est envisagée et finalement le nombre d'habitants qui seront sur ce quartier Montory, sachant que pour l'instant on avait dit il n'y a pas de commerce, il n'y a pas trop de transport, etc. Bon, on renvoie à la question, mais l'autre fois on avait parlé précisément de l'implantation du projet étudié. Combien d'habitants sont envisagés comme ça, d'après vous? D'après ce qu'on a proposé, si vous voulez, ça va être 250 habitants. À peu près 2 fois le projet que vous avez présenté le mois dernier. Non, il y a 100 logements. Vous avez dit habitants. J'ai pas dit logement, j'ai dit habitants. Non, excusez-moi. Et donc le projet s'arrêterait à Là, oui, ce qu'on vous a présenté l'autre fois, au niveau D'accord. des parcelles qui sont concernées par ce projet. Allez, soyons clairs. Là, on est en train de parler d'un projet d'aménagement et de développement durable. Bon, là, vous allez chercher dans la dentelle la petite bête. L'autre fois, on a eu une délibération du conseil municipal autorisant, c'est une zone AU, autorisant avec un projet qui est à affiner, puisqu'on va passer à l'enquête publique, etc., de 130 logements. Bon. Là, aujourd'hui, ne revenez pas là-dessus, je veux dire, le projet d'aménagement et de développement durable prévoit qu'autour de Guidrut, de l'école des Chabots, c'est ce qui va ouvrir à la rentrée, du collège, du stade, là, il y a une zone où il y a un équipement public, et où on a besoin de traiter les entrées et sorties, donc on a déjà ce projet-là. Récemment, il y en aura d'autres, puisque l'équipe précédente on maîtrise, de par le PF, le foncier là-dedans. On maîtrise encore quelques, je ne sais plus combien de surface, mais en face Guidrut. Bon, donc ça veut dire qu'à un moment donné, le PF maîtrisant ça, vous savez comment ça se passe. Le PF vous dit au bout de 5 ans, dites, vous nous proposez quelque chose, ou moi je trouve un aménageur. Donc voilà. Donc ça fait partie de ce qu'on va amener. Quand on vous dit 90 logements par an, hein, au moment où vous le dites, ça veut dire qu'il faudra les faire. Les laisser faire. Voilà. Donc et n'oubliez pas qu'on a 906 ou 904 logements sociaux qui nous manquent. Voilà. Donc ça nous coûte 216 000 € pour cette année. Donc vous voyez bien que je reviens pas sur le dossier du mois dernier. Là, c'est bien à perspective 2030 que je pose la question. La zone Montory, c'est combien d'habitants à 2030 d'après vous? Je suppose que ça a été imaginé. Non, parce que cette zone-là, alors il y a Montory, puis il y a Montory de l'autre côté aussi, parce que c'est vrai que Montory, ça va jusqu'au avec Guidrut, voilà, etc. donc moi je vous répondais sur Guidrut et le pôle jeunesse, et le collège et le stade, ce qui reste autour, parce qu'il y a beaucoup de zones inondables autour. Là, voilà. Donc je pense que là on doit être dans le tour, en comptant les 130 logements d'un côté et en face Guidrut, on va tourner à une cinquantaine de logements ou 70 logements. Ça va faire 200 logements. Ok. Et nous avons demandé à ce que ça soit desservi par les transports en commun.
Moi, Très j'ai bien. eu les réponses aux questions que je me posais. Merci. Très bien, écoutez, donc plus de questions, donc le débat est terminé, donc on reprend le conseil municipal maintenant en délibération. Je rappelle que là-dessus, on n'a pas à délibérer, hein, c'est simplement un débat au conseil municipal, donc il a eu lieu. Donc délibération suivante, il s'agit de la clarification des boucles Bel Air, rapporteur Corinne Memeux. Merci Monsieur le maire. Donc cette délibération qui concerne les boucles Bel Air qui se dérouleront, je vous le rappelle, le 3 mai 2015. Donc nous avons souhaité pour ces boucles Bel Air rajouter un service supplémentaire, c'est-à-dire une garderie pour les enfants de 3 à 10 ans qui s'adressera donc bien sûr pour les enfants des coureurs bien entendu. Donc cette prestation sera tarifée 3 € par enfant. Le reste des tarifs ne change pas. Question à Corinne Memeux là-dessus. J'ai été vu en commission, donc il n'y a pas de questions. Je m'envoie cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons actualisation des tarifs des droits de place pour les manèges, les étals et stands divers, cirques et attractions, ainsi que les camions d'outillage. Rapporteur, Teddy Alexander. Merci, Monsieur le maire. Alors, depuis le passage du franc à l'euro en 2001, certains tarifs n'ont pas été révisés. De plus, la Trésorerie générale demande de préciser certains types de prestations, comme camions d'outillage et étals de vente, confiserie et vente à emporter. Il est donc demandé aux membres du conseil municipal de bien vouloir adopter la proposition suivante, qui se trouve sur la page 2, portant sur les différents types de prestations, hormis ceux relatifs aux camions pizza dont les tarifs ont été actualisés par décision du conseil municipal du 14 mars 2011. Vous avez donc devant vous un tableau avec les différents types de prestations, c'est-à-dire les grands manèges, espaces de jeu, petits manèges, stands de jeu, étals de vente alimentaire, cirque de plus de 50, cirque de moins de 50 mètres carrés, camions vente outillage, étals de vente, stand de promotion. Vous avez le tarif en vigueur et vous avez le tarif proposé. Vous avez une légère différence. On a essayé de conserver le même tarif à peu près que les communes voisines. Vous avez une question? Question? Pas de questions, donc je vais au voix cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité. Donc délibération suivante, il s'agit de la liste des marchés publics conclus en 2014. Rapporteur Teddy Alexander. Donc il est demandé au conseil municipal de prendre acte d'une liste de marchés publics conclus par la commune pour l'année 2014, ainsi que le nom des attributaires. Vous avez donc devant vous un tableau qui concerne les marchés inférieurs à 20 000 €, les marchés compris entre 20 000 et 89 999 € et les marchés compris entre 90 000 et 199 000 €. Alors je vais vous faire grâce quand même de la lecture de la totalité des marchés et des fournisseurs. Je pense que vous l'avez devant vous. Simplement les fournitures, pour le montant total, nous en avons eu pour 343 000 €. Pour le montant total des services, nous en avons eu 375 873. Et pour les travaux, 2 398 388. Question? Pas de Il n'y a questions. pas de vote, de toute façon. Non, il n'y a pas de vote. Simplement une information au conseil municipal. Bien, mais écoutez, nous passons, là non plus il n'y aura pas de vote, au débat d'orientation budgétaire. Rapporteur Teddy Alexander. Alors, je vais redéfinir, si vous voulez, le cadre juridique. L'exercice budgétaire 2015 doit, conformément à la loi dite Administration territoriale de la République du 6 février 1992, faire l'objet d'un débat d'orientation budgétaire dans la limite des 2 mois précédant la date du vote du budget primitif. Ce débat doit avant tout prendre en compte l'environnement économique général dans un contexte économique mondial instable du fait d'événements internationaux importants. Le budget 2015 s'inscrira donc dans l'optique déjà poursuivie d'une maîtrise des dépenses de fonctionnement afin de limiter la pression fiscale tout en maintenant le niveau de prestation à la population. Ce ne donne pas lieu à vote. Alors j'espère que devant vous, vous avez quand même le document. Donc nous allons commencer par la présentation de l'environnement national. J'essaierai de vous faire une petite synthèse relativement rapide. Vous aurez tout le temps de lire la totalité chez vous. Non, mais ils ont déjà lu, puisque vous l'avez lu, adressé.
Parfait. Donc, Alors simplement, vous l'avez pas vu. Vous l'avez vu. ils l'ont vu. Alors simplement retenir, si vous voulez, ce qui est important, au niveau des concours financiers de l'État, les concours financiers sont gelés, la plus grande partie sont gelés. Ce qui est important à retenir, particulièrement pour notre commune, c'est la dotation globale de fonctionnement, qui déjà a diminué en 2013 de 120 000 euros, et d'après les simulations que nous avons cette année, va dépasser les 300 000 euros. C'est-à-dire en 2 ans, nous avons dépassé les 420 000 euros de diminution de recettes de la DGF. La seule chose qui augmente légèrement, c'est donc le fonds de compensation du FCTVA. Donc, je remercie le gouvernement pour la... Oui. Et toutes les communes, quelle que soit leur étiquette politique, sont au sein de l'AMF, l'Association des maires de France, remontées contre le gouvernement à ce niveau-là. Donc, si vous voulez, nous allons donc regarder, je viens de vous en parler, l'évolution de la dotation globale donc, de la DGF a diminué, puisque nous n'avons pas encore les chiffres exacts, mais en fait, je vais vous donner quand même à peu près la tendance. Alors, au niveau de l'évolution de la fiscalité à Bouc-Bel-Air, nous sommes actuellement en dessous du taux moyen du département, c'est-à-dire le taux moyen est actuellement à 21, nous sommes actuellement à 19,94. Au niveau de la taxe foncière, c'est la même chose, le taux moyen est à 23,91 au niveau du département, et nous sommes à 22,79. Pour le non-bâti, c'est encore plus flagrant, puisque nous sommes à 32,29 et le département à 42,04. Ce que je te propose, c'est comme tout le monde a eu ce document. Je pense qu'il y a des questions, il y a des déclarations. Si vous voulez, moi je... Donc on va passer la parole aux élus qui le souhaitent. Vous avez des questions à poser? Une question, pas vraiment une question, mais en fait, dans les données précises que l'on a, c'est principalement le passé, le constat du passé, et puis les prévisions effectivement budgétaires pour 2015 qui nous sont imposées. Par contre, sur les propositions d'orientation budgétaire, on a une liste de travaux, mais qui pratiquement, soit ils sont déjà poursuivis, ou c'est la suite de ce qui a été fait. Oui, et puis, soit c'est des travaux récurrents, etc. Bon, moi je sais pas, mais je pensais quand même que sur des orientations budgétaires, on aurait eu un petit peu des informations financières et investissements en fonctionnement sur les compétences de la commune en matière de sanitaire social, d'enseignement, culturel, sportif, loisirs, sur la voirie, etc. Au-delà d'un court listage, qui n'est d'ailleurs à mon avis pas exhaustif, de choses qui sont pratiquement faites ou incontournables. Oui, mais de toute façon, donc, vous avez une commission finances dans laquelle vous allez pouvoir participer, enfin, du moins quelqu'un de votre groupe, où nous allons pouvoir discuter des comptes administratifs et des budgets. Et là, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Là, je parle bien du document d'orientation budgétaire. Après, on verra, après le vote. Alors, est-ce que vous voulez savoir Non, je fais simplement remarquer que quand vous lisez, vous voyez, les opérations sont déjà engagées, il y en a 4. Absolument. Ensuite, il y a de nouvelles opérations, mais c'est dans bien des cas des travaux récurrents. Et nous avons des engagements, nous avons des restes réalisés, et nous avons des investissements. Et ensuite, opération pluriannuelle. Ce qui est intéressant dans un document d'orientation budgétaire, c'est pas tellement les choses incontournables, c'est les choses nouvelles. Là, ne sont pas bien, je ne vois pas bien, ne sont pas vraiment mises en exergue, ou pas énoncées. Voilà. Vous les avez d'opérations, nouvel investissement. Vous avez la voirie, aménagement urbain. Vous avez des restaurations de retables et tableaux. Vous avez le réseau fluvial. Vous avez les travaux récurrents d'éclairage public. Vous avez la réhabilitation de l'hôtel de ville. Vous avez l'achèvement de la mise en accessibilité des REP. Vous avez la réhabilitation des bâtiments des vergers. Vous avez la création de nouvelles classes à l'école maternelle. Vous avez la rénovation des systèmes de chauffage de l'église, sans parler de la fin du chantier, comment ça s'appelle, du pôle jeunesse. Vous avez en plus en opération pluriannuelle, voirie urbaine, requalification de la RD 8N. Nous en avons pour 13 millions d'euros, il faut quoi en plus?
il y a d'autres aspects que les aspects voirie. Et puis, il y a beaucoup de, comme je vous dis, il y a beaucoup de choses qui sont soit des travaux récurrents, soit des choses qui ont été engagées, qui demandent... Oui, je dans la liste, vous avez des opérations engagées. Il y a dans le budget probablement, enfin j'en suis même certain, d'autres aspects, comme je vous le disais, sur les compétences de la commune en matière de sanitaire, social, en matière culturelle, sport, loisirs, etc. Et là, on n'a aucune information, en particulier sur les aspects fonctionnement. Voilà, mais sans plus. Sur l'aspect fonctionnement, si vous voulez, vous avez absolument tous les services qui ont des budgets fonctionnement, qui répondent à la demande de la population. C'est au niveau des sports, c'est au niveau de la culture, c'est vraiment à tous les niveaux. Il n'y a strictement aucun problème, vous pouvez vous tourner vers chacun des services, il se fera un plaisir de vous répondre. Mais c'est bien, on parle bien d'orientation budgétaire. Après, comme je vous l'ai dit déjà une fois, on verra l'utilisation, on vote ou on ne vote pas. Mais sur l'aspect fonctionnement, sur les autres aspects que ceux d'investissement, routier, etc., on reste un petit peu sur notre faim. Mais effectivement, après, c'est vous qui présentez les orientations budgétaires. On verra, on n'a pas d'informations à ce jour sur les aspects fonctionnement, sur les domaines que j'ai cités. C'est pas dramatique, hein. On verra ce qu'on fait au fil du temps. Mais un document d'orientation budgétaire, il est un petit peu maigre, voilà. C'est ce que, et en particulier sur les aspects fonctionnement. Voilà, hein, c'est tout. Bien, M. Plisson, là, on vous a parlé de l'investissement. Déjà, sur l'investissement, on est coincé, vous savez, dans la mesure où on ne peut pas non plus faire un endettement trop important sur la commune. On vous dit les opérations engagées en 2014 qu'il faut finir, hein, vous avez c'est listé ici, Saint-Hilaire qui n'est pas fini, la voirie, il faut finir le pôle jeunesse, il faut finir le complexe touristique, mais c'est pas ce qui coûte le plus cher, et poursuivre les plans, la fédération. Après, vous avez les nouvelles opérations. Mais là, on est sur l'investissement. Sur le fonctionnement. Sur le fonctionnement, d'abord, je voudrais savoir quel est l'état de la DGF, parce qu'aujourd'hui, nous l'avons regardé, peut-être au doigt mouillé, ou j'en sais rien, on n'a toujours pas reçu notre DGF pour l'année 2015. À côté de ça, on sait que nous avons, en 2014, fait un excédent, mais on sait aussi que la DGF va diminuer, et qu'en plus, nous aurons à payer les 216 000 sur les logements sociaux, qui nous manquent, sur les 904 logements sociaux qui nous manquent. Nous aurons à payer ce que l'État a décidé, ce que le gouvernement socialiste a décidé, à savoir de mettre 5 points d'indice à l'ensemble des... Je ne parle pas de trucs, c'est eux qui ont décidé. Et de l'autre côté, la dotation nous est diminuée encore. Et ça nous coûte quand même quelques centaines de milliers d'euros. Bon. Donc ça, c'est dans le cadre du budget, nous sommes en orientation budgétaire, qui nous est difficile, pour lequel il nous est difficile d'être plus précis, sauf dans l'investissement. L'investissement, nous le maîtrisons, mais comprenez bien qu'au niveau fonctionnement, nous souhaitons sortir le plus possible du fonctionnement pour autofinancer l'investissement. C'est-à-dire faire le prélèvement dans le fonctionnement pour aller sur l'investissement. Que ça soit le plus possible. Ce qui veut dire en clair que sur le fonctionnement, eh bien, nous ferons des économies. Bien qu'il y avait nécessité quand même à pousser un petit peu, parce que c'est pas écrit, vous le dites, mais c'est une information qui relève de l'orientation budgétaire. Je vous le dis, parce que c'était... mais c'est pas écrit. J'ai bien fait de poser la question. Non, parce que j'allais vous le dire pour clore le débat là-dessus. Voilà, donc quelles sont les prévisions que nous avons, nous, au niveau budgétaire. Et le budget vous sera présenté le 13 avril. Voilà. OK ? Pardon ? Mais, si vous voulez, mais je... Alors, je veux juste profiter de la perche que m'a lancée Monsieur Alexander pour vous demander, Monsieur le maire, la réponse au courrier que je vous ai adressé en janvier et qui concerne précisément notre participation, Monsieur Plisson et moi-même, à certaines commissions suite à la scission du groupe de l'opposition. Puisque précisément, je sollicitais de pouvoir participer, entre autres, à la commission finances. J'ai votre courrier là-dessus, je sais. Pour moi, il n'y a pas de réponse. L'opposition a un représentant dans chaque commission. On a fait en sorte d'être 8 et on vous a fait en plus, c'est la proportionnelle en fonction du nombre d'élus. Bon.
Et on a fait en plus beaucoup on a été très sympathique avec vous, ne serait-ce que dans la revue et autres. Bon, voilà. Il n'est pas question qu'on monte à 16 représentants dans chaque commission, 16 élus dans chaque commission. Par contre, les commissions sont ouvertes aux conseils municipaux qui désirent y aller, hein, mais ils n'ont pas le droit de vote. Voilà, vous voyez, j'avais ça, votre lettre était là, je m'apprêtais à répondre, mais vous m'avez donné l'occasion de le faire pendant le conseil municipal. Bien, ok, le débat de l'orientation budgétaire étant clos, on va passer à la délibération ce coup-ci suivante. Il s'agit de la convention entre la SAHLM Promologie et la commune pour une subvention de 80 000 €. Rapporteur Yann Pertuzel. Oui, merci Monsieur le maire. Donc un petit rappel tout d'abord. Le 19 février 2014, je précise bien 2014, avait été votée une délibération par le conseil municipal attribuant une subvention de 80 000 € à la société au bailleur social Promologie pour aider à une opération d'acquisition d'une parcelle dans le centre ancien qui se trouve d'un bâtiment qui se trouve 6 rue Bourbon, que tout le monde connaît je pense, hein, qui est la boulangerie, qui était la boulangerie et qui sera à nouveau la boulangerie. Donc cette délibération a pour objet donc, de permettre à Monsieur le maire de signer une convention avec ce bailleur social, la société Promologie, tout d'abord pour verser cette subvention de 80 000 € lorsque le compromis va être signé. Donc dès que la convention sera signée, on pourra verser ces 80 000 €. Et puis, chose très importante, il y aura la boulangerie, mais également la création d'un logement social. Et la convention précise que ce logement social sera attribué exclusivement par la commune. Voilà, donc c'est la commune qui choisira et qui désignera la famille qui habitera ce logement social, qui est lui subventionné ce qu'on appelle en PLAI, c'est-à-dire en prêt locatif aidé d'intégration. C'est ce qui permet de pouvoir proposer un logement aux personnes qui sont les plus en difficulté. Question à Yann Pertuzel. Pas de question. Je me vois cette délibération. Vous venez de dire que c'est l'attribution du futur logement social est confiée à la commune, mais on avait vu en commission que c'était seulement pour 20 ans. Enfin, seulement. Oui, alors en fait, c'est parce que c'est le cadre juridique voilà, de ce genre de convention, mais dans 20 ans, elle sera à nouveau donc, revue avec le bailleur social. Ok. Nos successeurs, parce que je pense que... Mais non, j'ai vu Monsieur le maire qui vous seront encore là. Il y en a qui sont encore jeunes. Hein, J'ai vu Monsieur le maire que vous avez écrit dans un tract pour les départementales que vous ne quitterez jamais votre poste de maire. Ouais. Malheureusement, je crois qu'on quittera tous nos postes. Exactement. Pour l'instant, si vous voulez, c'est jusqu'en 2020. Et après, nous verrons. Ok, donc je me vois cette délibération, voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Création et suppression de postes au régime des effectifs. Rapporteur Yann Pertuzel qui va nous faire tes cours, c'est très technique, mais vous avez eu le document. Oui, on ne va pas passer la liste de l'ensemble des postes, c'est assez rébarbatif, vous l'avez vu. Juste un petit commentaire. Donc, comme nous l'avions fait le 26 janvier, nous mettons à nouveau à jour le registre des emplois, des effectifs de la commune. Et dans le cadre des avancements qui ont lieu annuellement, donc la commission administrative paritaire a validé donc un certain nombre d'avancements, 10. Donc nous avons 10 agents qui vont changer de grade. Donc on supprime les postes sur lesquels ils sont aujourd'hui dans leur grade actuel, antérieur, pour créer donc 10 nouveaux postes en fait qui correspondent à leur nouveau grade. Voilà. Juste un petit commentaire pour des postes qui sont créés également en supplément. C'est un poste qui concerne des agents de la commune qui est détaché depuis 2009 et pour lequel donc la commune doit créer un poste pour lui proposer ce poste. Maintenant, cet agent peut accepter ou refuser ce poste, sachant qu'aujourd'hui la commune est obligée donc de payer cet agent qui
qui n'est pas physiquement donc ici sur la mairie. Voilà, et puis la création d'un poste également donc pour un agent de police municipal qui va rejoindre la commune dans quelques mois. Voilà, pour renforcer l'effectif de notre police. J'espère que c'est pas dans quelques mois, mais dans quelques semaines. Oui, dans quelques semaines. Oui, dans quelques semaines. Pas quelques mois. Les recrutements ont été faits en fin d'année ou au mois de novembre 2014, si je me souviens bien. Et on est au mois de mars, donc il faut encore attendre quelques mois. Quelques semaines, monsieur le maire. Merci, merci, je préfère. Question à Yann Pertuisel là-dessus? Non? Très bien, donc je mets au voie cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous passons aux demandes de subvention au Conseil général, travaux d'amélioration en forêt communale, programme 2015, que va brièvement nous dire Armand Chamal. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. Je demande cette subvention présentée au conseil municipal Oui, désolé. Monsieur le maire présente au conseil municipal une demande de subvention au conseil général au titre des travaux d'amélioration en forêt communale, programme 2015. Les opérations proposées dans la continuité des travaux 2013-2014 à effectuer en maîtrise d'œuvre. Objet de l'opération. Cette opération consiste à effectuer l'amélioration des peuplements par des travaux sylvicoles sur des parcelles forestières communales, comptant le Petit Nice et comptant la Bonne Mère. Le Petit Nice, mise en valeur d'une chênée remarquable en parcelle numéro 15. Il s'agit de réaliser une opération sylvicole dans un peuplement de chênes pubescents par coupe d'éclaircie dans un vieux peuplement de pins d'Alep. Il s'agit de couper tous les pins présents par abattage avec éhoupage éventuel, enlèvement des bois et broyage des rémanents. La situation géographique, le canton le Petit Nice se situe entre le CD 60 et Pierre Fuguette. Topographie, le canton le Petit Nice représente un massif de 14 hectares. Estimation mise en valeur du canton le Petit Nice sur 14 hectares pour un montant hors taxe de 29 400 €. L'estimation prévisionnelle des travaux s'élève donc à un montant hors taxe de 29 400, soit un montant TTC de 32 340. Le canton La Bonne Mère, dépressage dans un jeune peuplement de pins d'Alep, parcelle numéro 18P. Situation géographique, le canton La Bonne Mère se situe entre le CD 59 et la Gardure. Topographie, le canton La Bonne Mère représente un massif de 6 hectares. Estimation, mise en valeur du canton de La Bonne Mère pour 6 hectares pour un montant hors taxe de 12 600 €. L'estimation prévisionnelle des travaux s'élève donc à un montant de hors taxe de 12 600, soit un montant TTC de 13 860. L'estimation prévisionnelle totale du programme 2015 s'élève donc à 42 000 hors taxe, soit 46 200. Le plan de financement de ces travaux s'établit comme suit. Conseil général 35,71%, 15 000 €. La CPA 14%, soit 13 500 €. Le financement communal 32,14%, 13 500 €, soit un total de 100% pour 42 000 €. Cette opération a été inscrite au budget 2015 au chapitre 61 524 833 404. Bien, pas de questions sur cette délibération. Je mets aux voix, voix contre, il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous avons une demande de fonds de concours incitatif à la sylviculture et l'exploitation des bois et forêts communales auprès de la CPA. Ça c'est très bien, travaux d'amélioration en forêt communale. On est toujours dans le même truc, donc... c'est la même si vous avez des questions à poser donc je ne relis pas. Pas de questions à poser à Armand Chamal, donc je mets aux voix cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité. Merci.
Merci. Ensuite, nous avons les questions diverses. Alors, j'ai reçu 5 questions diverses. On va arrêter à 4. Alors, on ne va pas non plus répondre systématiquement aux questions diverses. Donc on dit, il y a 4 questions, pas plus. Alors il y en a une. Amapola Ventron va vous répondre. Elle va mesure de répondre à la question le nombre de repas externes délivrés par la société Garrigue en 2014 et leur prix de vente. Alors, merci Monsieur le maire. Pour vous resituer donc le décor, la cuisine centrale de Bourg-Bel-Air a été construite en 1991 pour la restauration scolaire et municipale de Bourg-Bel-Air. Plus exactement, pour les repas scolaires, les adultes, les ALSH, les crèches et le foyer des anciens. Autour de la cuisine centrale, il y a 10 sites qu'on appelle offices, où sont acheminés et distribués les repas. Je parle des groupes scolaires, les pains, la salle, la bergerie, les chabots, le centre aéré, le foyer, les crèches, l'arbre de vie, les frimousses et les boucanis. Voici le nombre de repas fabriqués. En 2013, pour la ville, 232 025. Pour les extérieurs, 106 698, soit un total de 338 723. Pour 2014, la ville, 232 184. Pour les extérieurs, 64 471, soit un total de 296 655 repas. Il faut donc distinguer 2 types de repas, comme vous l'avez compris, les repas pour la commune et les repas extérieurs. Les repas pour la commune. Notre DSP impose des critères qualitatifs en matière d'achat des produits des viandes VBF, race à viande, volailles certifiées, produits frais locaux, pain bio tous les jours et produits bio tous les jours. Il est prévu également la fourniture de produits d'entretien, du matériel de nettoyage, des ustensiles de cuisine, les frais de portage à domicile, les frais de gestion et le personnel de la régie d'encaissement. Tout cela fait un prix moyen pondéré pour le repas de la commune en 2014 de 4,344 € TTC. Pour les repas extérieurs, la majeure partie des clients de Garrigue est constituée de crèches. Le grammage de ces repas étant largement inférieur à celui des repas des écoles. En effet, un bébé moyen a droit à 20 grammes de protéines, un bébé grand 30 grammes de protéines. Hein? À droit, il mange, oui, il mange. On a le droit de manger ça, voilà. Le coût des denrées qui représente le poste le plus important de ces dépenses étant très faible, le prix de vente de ces repas est logiquement inférieur au prix de vente d'un repas scolaire. Et pour rappel, les repas extérieurs ne supportent pas les frais exposés au-dessus, donc je vous parlais, les produits d'entretien, les frais de gestion et le personnel de la régie et tout le reste. Donc, ce qui fait que le prix moyen pondéré pour un repas hors commune en 2014 est de 3,38 € TTC. Enfin, dernière information à votre destination, donc le prix de vente des repas sur la commune n'a pas évolué depuis le 1er janvier 2013. Le tarif normal est à 3,22, le tarif occasionnel 3,50 et le tarif adulte 5 €. Voilà. Alors, question suivante, vous nous posez la question sur la salle municipale 6 rue du Ferrage, c'est cours du Ferrage, dispose d'un terrain autrefois jardin qui est à ce jour inutilisé. Serait-il possible de mettre cet espace à disposition d'habitants des alentours à faire des potagers, selon des règles et modalités précises à définir, sous forme de 2 ou 3 parcelles, afin de redonner vie à ce terrain? Et je vais donner la parole à Mathieu Morateur qui va répondre. Merci, monsieur le maire. Donc oui, notre municipalité, tout d'abord, a une véritable politique en faveur des jardins partagés, et notamment au village, puisque nous avons mis en place un point d'eau à l'ancienne aire de jeu de l'Espigao. Et donc l'association qui devait organiser et installer le potager sur cette aire-là, donc finalement c'est désisté. Donc écoutez, si vous avez effectivement des habitants qui vous proposent
d'aller installer et organiser ces jardins partagés sur cet espace-là déjà en premier. Nous serions très heureux. Et puis après, d'autres implantations, pourquoi pas, ce sera à voir. Et d'ailleurs, je vous invite à participer à la prochaine réunion du groupe d'action citoyenne pour l'environnement qui aura lieu le 14 avril. Sur la question numéro 3, vous voyez d'ailleurs ce que vient de vous dire Mathieu Morateur, c'est que je me souviens avoir reçu des bouquins qui sont dans le centre ancien et qui souhaitaient, finalement, elles n'ont pas, comme on avait dit, mais écoutez, pourquoi pas, discutons, préparons une convention entre nous. Bon, elles n'ont pas donné suite. Par contre, ce que vous proposez, c'est en fait ce que je vais vous dire là aussi pour la question d'après, qui est la question numéro 3. Nous souhaitons savoir, concernant l'entretien des oliviers plantés autour de la chapelle Saint-André, dans quelle mesure la commune pourrait, dans le sens de la dotation du PADD, confier cet entretien à l'exploitant intéressé par ces oliviers. Moi, je vous dirais, si vous avez quelqu'un à nous proposer, c'est volontiers. Voilà, c'est clair là-dessus. Mais vous savez, des fois, les gens, ils viennent vous voir et puis ils vous proposent, puis après, ça ne va pas plus loin. Donc, malheureusement, voilà. Mais l'idée est excellente, c'est un peu ce qu'on a fait à côté de la salle du cours du ferrage. Avant, on avait un vieux bouquin qui a d'ailleurs été élu. Non, pardon, c'est sa femme qui a été élue, qui s'occupait de ça. Bon, aujourd'hui, c'est difficile de trouver. Il y a des gens qui veulent, mais après, ils se proposent, mais il faut leur donner le jardinier aussi. Donc, excusez-moi, mais ce n'est pas le but de l'opération. Le contrat d'exploitation par affermage des services de distribution d'eau potable et d'assainissement collectif de la commune passée avec la SEM prend fin dans environ 2 ans. Pouvez-vous nous indiquer la procédure qui sera adoptée en vue de choisir le prochain prestataire? À quelle date celle-ci pourra être lancée et si la commune prendra bien en compte la possibilité de gestion directe? D'abord, il s'agit d'octobre 2017. Donc c'est plus de 2 ans, c'est plus de 2 ans et demi. Une procédure pour une DSP, c'est, on va dire, une quinzaine de mois. Pour une DSP, c'est une quinzaine de mois, ou un marché de travaux, puisque ça peut être aussi conclu, marché de travaux c'est un peu moins, etc. etc. Donc je pense qu'on a d'autres chats à fouetter, peut-être pas vous, mais en tout cas nous, on a d'autres chats à fouetter que de s'occuper de ça qui arrivera qu'en 2017. Quand je dis on a d'autres chats à fouetter, c'est d'abord de boucler le budget, je vous le disais tout à l'heure, avec un certain nombre de chantiers qu'il faut commencer à mettre en œuvre pour faire en sorte que, au 31 décembre 2015, les engagements que nous avons de par la CPA, on puisse continuer à les avoir. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on mette tout ça en route. Après, nous verrons en 2016 pour traiter les affaires de 2017. Ensuite, vous dites, vous serait-il possible d'organiser à l'instar de ce qui a été fait pour les lignes de bus 190 et 191 une réunion publique sur le fonctionnement du transport à la demande, dit TAD, faire un point sur le service de transport après 3 ans d'existence. Je ne suis pas sûr que ça existe depuis 3 ans pile, mais en tout cas, ce n'était pas dans le cadre d'une réunion publique qu'on a fait ça. On avait la réunion publique sur le PDU, où ça a été évoqué, c'est vrai, et je vous ai fait présenter par les services de la CPA, en conseil municipal, l'extension des transports en commun. On pourra refaire revenir, comme il y a d'autres extensions qui vont venir. Tout à l'heure, je vous en parlais, des demandes que nous avons faites, entre autres, sur la desserte de Guidrut, le pôle jeunesse, et de ce nouveau, les éco-hameaux qui vont être faits là. Donc c'est aussi d'autres évolutions. Je pense que là, c'était une première, le 23 février, mais il va y avoir d'autres évolutions dans les transports en commun. Donc nous aurons l'occasion d'écouter les services de la CPA là-dessus. Voilà. Et on a répondu à toutes vos questions diverses, mais je souhaite qu'elles s'arrêtent à 4, parce que autrement, ça ne sort plus, et on va passer... non, vous avez des questions qui meublent un peu le conseil municipal, mais quand même, voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et un bon appétit.